Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Giguère, qui est analyste senior en politique publique à l'IEDM. Et lors des deux premiers épisodes de l'Antichambre d'écho, nous avons abordé le sujet de l'éducation, qui est un sujet qui naturellement passionne les gens se sentent concernés. Maintenant, on va pivoter, on va aller du côté de l'énergie, qui est un sujet que vous avez abordé souvent. Je me demande, et peut-être que vous pouvez m'en dire davantage, dans le fond, qu'est-ce qui devrait nous passionner dans ce sujet-là? Pourquoi on devrait se préoccuper d'énergie peut-être davantage qu'on le fait? C'est rare que les gens là, se déchirent la chemise sur la place publique pour l'énergie. Pourtant, peut-être qu'on devrait le faire. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait motiver les gens à s'intéresser davantage à ce sujet-là? Ben d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, l'énergie, là, ici on parle surtout d'électricité, mais l'énergie plus largement, c'est un enjeu qui est fort important parce qu'il touche tout le monde. Mm-hmm. Et par de fait simple qu'il touche tout le monde, mais c'est important de s'y intéresser. On le sait aujourd'hui, Hydro-Québec est souvent dans les médias, il y a des raisons pour ça. Mm-hmm. On a ce qu'on appelle peut-être un manque de surplus d'énergie. En fait, pour être plus précis, c'est la fin des surplus d'énergie d'Hydro-Québec à partir de 2027. On a énormément besoin d'électricité. On le sait, il y a la question de la transition énergétique qui est parlée par le gouvernement de la CAQ, par différents gouvernements, mais ça demande énormément d'électricité. Et pour ça, il va falloir mettre un grand plan ambitieux de l'avant et il faut en parler collectivement. Je pense que c'est l'objectif aussi du gouvernement quand on regarde les médias, là, d'avoir une conversation sur ça. Là, on espère entendre différents experts pour voir en fait où ça va aller, mais c'est fort important comme sujet. Merci. Maintenant qu'on a mis la table, je me permettrai de lire la petite biographie qui est sur le site Internet de l'IEDM. Donc, Gabrielle Giguère, alors détenteur d'une maîtrise en études politiques appliquées avec un cheminement en politique publique et internationale de l'Université de Sherbrooke, Gabrielle est un passionné des questions politiques, tant provinciales que fédérales. Cette passion s'est confirmée et amplifiée à la suite de son expérience sur la colline parlementaire à Ottawa. Son projet final de maîtrise a porté sur la priorité accordée à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement au sein de la population canadienne. Gabrielle est également titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Il s'est joint à l'équipe de l'IEDM en décembre 2021. Alors, vous le disiez d'entrée de jeu, on a eu une situation où on nageait dans des surplus, pour ainsi dire, et il n'y avait pas de problème, tout était beau, on pouvait ne pas se préoccuper tant que ça d'énergie, à une situation où tout d'un coup, on nous parlait de disette, on nous parlait de construire des barrages, et puis ça, c'est récemment, là, au cours de la dernière campagne électorale. Donc, je pense que ça a été peut-être un petit peu dur à suivre pour le public, peut-être pour certains politiciens également, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce revirement majeur de situation et est-ce qu'on aurait pu le prévoir davantage? Est-ce qu'on a été victime, en fait, d'un certain hubris? Est-ce qu'on a eu un excès de confiance? Je pense qu'il y avait de la myopie du côté d'Hydro-Québec. Effectivement, ça a vraiment surpris tout le monde, les experts, mais notamment les politiques, comme vous dites. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'en 2019, il y a un rapport qui s'appelle « Le portrait des ressources énergétiques d'Hydro-Québec » qui a paru. Puis essentiellement, ce qu'on disait, c'est à la page 2 pour l'avoir lu quelques fois, qu'on avait un surplus essentiellement de 40 TWh. Ça, c'est quand même assez énorme, là, 40 TWh. Et donc, quand Hydro-Québec a dit ça, tout le monde s'est dit, bon, on a quand même beaucoup de surplus. Et c'est dans cette dynamique-là également qu'on est allé de l'avant chez Hydro-Québec, chez le gouvernement du Québec plutôt, avec l'exportation d'électricité vers les États-Unis parce qu'on s'est dit, ben, on a tellement d'électricité, pourquoi pas la vendre et se faire du profit. Maintenant, quand on a changé de direction d'Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu est arrivée et elle a refait un plan stratégique. C'est le plan stratégique 2022-2026. Et dans celui-ci, ce qu'on apprend, c'est qu'on est loin d'être en grand surplus. On arrive bientôt à une problématique où en 2050, il va nous manquer 100 TWh. Alors là, ça change la dynamique, mais depuis, je vous dirais depuis environ une année, le gouvernement Legault est arrivé en nous disant on n'est plus à 100 TWh, il nous manque 200 TWh. Et là, on est dans les chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire 200 TWh? C'est pas clair pour tout le monde. C'est Hydro-Québec au complet. Donc, ça nous prend un deuxième Hydro-Québec en environ 25 ans. Je pense que c'est quand même... c'est un défi de taille de faire un deuxième Hydro-Québec en 25 ans. Et c'est ce que le Québec a de besoin. Évidemment, ça s'inscrit dans une dynamique de désir de transition énergétique. Quand on dit on va interdire les véhicules électriques,
pas plutôt, on va interdire les véhicules à essence. Je sais que le gouvernement ne dira pas qu'on va interdire les véhicules électriques. Bien au contraire, avec les subventions qu'on a données, ben, ça va prendre énormément d'électricité, ça, à pouvoir alimenter ces véhicules électriques-là. Je ne vous parle pas non plus de toutes les entreprises qui vont vouloir s'établir au Québec, de la transition du chauffage. Et donc, ces térawattheures-là, cette électricité-là qui va être nécessaire, ben Hydro-Québec va devoir aller de l'avant, mais c'est vraiment été un changement important du côté d'Hydro-Québec. Là. On l'a tout vu là, dans l'espace public également. Il y a plusieurs choses qui attirent mon attention là, dans ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'exportation, puis là, je m'en vais un peu hors plan. On y reviendra, mais sur l'exportation, maintenant, c'est fait, les contrats sont signés. Selon vous, est-ce que c'était une erreur? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou on est devant un fait accompli puis il faut faire avec? Là? Je pense qu'il faut s'assurer de la crédibilité du Québec avec nos partenaires commerciaux. C'est fait, c'est signé. Je pense qu'il faut faire avec. Si vous me dites aujourd'hui, si on avait l'information d'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait été de l'avant avec ces contrats-là? Je ne pense pas. En fait, je suis pas mal sûr que non. Mais la réalité étant qu'on l'a signé, il va falloir aller de l'avant. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça vient gruger des surplus qu'on avait. Et donc, il va falloir encore plus produire d'électricité. Il va falloir augmenter notre approvisionnement d'électricité pour permettre de respecter nos contrats, mais également de répondre à la demande de l'électricité au Québec, de sorte que ben, ça va être un défi supplémentaire, le fait d'avoir accepté ce type de contrat-là. Oui, puis quand je vous entends, bien, c'est sûr que j'entends l'ampleur du défi, mais en même temps, c'est pas un vase clos. Il y a plein d'autres défis auxquels le gouvernement fait face. Donc, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructures à remettre à jour. Je veux dire, je pense que là, on a eu la Révolution tranquille où justement on construisait des barrages, on construisait le Québec. Là, tout est à reconstruire. C'est ce que j'entends. Mais pourquoi on devrait prioriser l'énergie, dans le fond, dans cette équation-là? C'est une excellente question. Je pense qu'elle est en partie politique, c'est-à-dire qu'il y a un désir de réduire les GES et par extension, ou dans la même veine, ben, c'est d'aller vers l'électricité plutôt que des alternatives. Évidemment, il y a un impact concret sur la main-d'œuvre, il y a un impact également sur où les ressources sont allouées, parce que je tiens quand même à le rappeler, c'est quoi le plan du gouvernement, ou plutôt d'Hydro-Québec aujourd'hui? Alors, on a un plan d'aujourd'hui à 2035. Ici, sur 200 TWh, on veut ajouter en matière d'approvisionnement 60 TWh. Donc, c'est relativement ambitieux, mais potentiellement faisable. C'est quand même au moins 155 milliards de dollars. Ça veut dire 17 200 dollars par Québécois. C'est énormément d'argent, là. C'est des milliards et le gouvernement du Québec, plutôt Hydro-Québec, veut aller de l'avant sans faire beaucoup, je dirais, de partenariats ou sans laisser assez de place aux producteurs indépendants. Je suis sûr qu'on va pouvoir y revenir, mais pour le moment, quand on voit le plan, on se dit il devrait y avoir un petit peu plus de joueurs du secteur indépendant dans la mesure où c'est énormément d'argent public qui va être nécessaire pour aller de l'avant. Bien, justement, avant de revenir à l'autoproduction, vous l'avez évoqué là, d'entrée de jeu, l'ampleur du défi est peu concrète là, pour les néophytes ou les gens qui ne sont pas des spécialistes, c'est-à-dire la plupart des gens. L'ampleur du défi, vous l'avez un peu évoqué, là, mais si vous pouvez la dire plus clairement en termes de puissance, de quoi on a besoin là, pour que ça soit clair pour tous les Québécois. Tu sais, aujourd'hui, on a déjà beaucoup de barrages. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de constructions dans les années 70, 80, des grands barrages de milliers de mégawatts. Là, on peut penser à Robert Bourassa, à la baie James, c'est quand même plus que 5000 mégawatts. C'est énorme. On n'a pas ce potentiel-là aujourd'hui. Alors, c'est un défi où, évidemment, il va y avoir beaucoup d'éoliens. Il y a des côtés plus néfastes comme la question de l'intermittence au niveau éolien qu'on n'a pas au niveau hydroélectrique, tout moins pas au Québec. Puis ça, c'est un élément qui est important. On va peut-être également devoir parler du nucléaire plus tard au courant de la discussion, mais ça va être un élément qui va être sur la table. Si on veut vraiment faire un deuxième Hydro-Québec, ça va prendre des ressources alternatives, ou plutôt des modes de production d'électricité qu'on n'a peut-être pas vraiment aujourd'hui, mais qui vont être nécessaires, sinon incontournables, pour répondre à c'est un chantier qui est pharaonique. Là. C'est des milliards, puis là, ça va être des centaines de milliards au final. Là. Puis les Québécois vont être très affectés. Si moi, je suis on va dire monsieur, madame, tout le monde, je mets des guillemets, je ne connais pas vraiment le côté énergétique, pourquoi je m'intéresse à Hydro-Québec? Les chiffres, le milliard, c'est de l'argent public. Évidemment, de l'argent public, selon moi, ça existe aussi, c'est l'argent de nos poches à nous, les contribuables. Mais pourquoi ça va me toucher? Mais c'est le coût de production. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, encore une fois, les barrages, ce qu'on appelle le bloc patrimonial au Québec, c'est environ 2 à 3 sous de moyenne par kilowattheure de consommé.
Mhm. Le Québécois moyen paie aux alentours de 8 sous le kilowattheure. OK? Mais les nouvelles approvisionnements sont Vont coûter beaucoup plus plus cher. élevés. Ce qu'on appelle le coût marginal de production, la nouvelle unité qu'on va construire. En 2022, on disait déjà que c'était 11 sous. Mhm. C'est peut-être rendu à 12 sous aujourd'hui. Ça sera quand? Ça sera quoi le montant en 2040? Alors, il Mhm. faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on entend, notamment au niveau du gouvernement en place au Québec, inquiétez-vous pas, l'augmentation sera seulement de 3 ou l'inflation jusqu'à 3. Là, je parle de l'augmentation du Du coup. tarif résidentiel. C'est très, très, très circonscrit dans le temps parce que je vous garantis que dans 10 ans, ce n'est pas possible. Il va arriver un point où c'est soit les industries vont payer très, très cher, et même encore là, il va falloir qu'on. Au final, c'est assez simple. Si on a un coût moyen puis un coût marginal qui augmente énormément notre coût moyen, il faut que quelqu'un le paye. Mhm. Puis le citoyen, tôt ou tard, va le payer. Donc, je pense que ça fait un peu écho à ce que vous avez demandé au départ. Pourquoi le citoyen moyen devrait s'intéresser à cet enjeu-là? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'électricité qui va s'ouvrir quand on va jouer avec la Switch. C'est surtout parce que votre coût mensuel, quand vous allez payer votre bill d'hydro, va être pas mal plus cher dans les prochaines années. Peut-être pas l'année prochaine, dans 10 ans, c'est assuré. Mhm. Euh, pour revenir à l'autoproduction, ça a fait quand même un peu débat dans l'espace public. Je pense que pour avoir lu vos écrits, vous, comme Pierre-Olivier Pinault de HEC, vous voyez plutôt d'un bon œil d'ouvrir un peu la porte à l'autoproduction pour aider avec l'ampleur du défi auquel on fait face. Par contre, c'est sûr qu'il y a d'autres voix qui s'expriment. Je pense entre autres à M. Patrick Bonin de Greenpeace qui avait parlé, puis là je cite, qu'on dilapidait l'héritage de René Lévesque, il nous prédisait également une anarchie énergétique et parlait également de pression à la hausse sur les tarifs si on ouvre la porte à l'autoproduction. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, peut-être en m'expliquant pourquoi, selon vous, l'autoproduction est souhaitable et répondre peut-être aux arguments là, de M. Ben, vous avez raison, il y a des voix qui s'élèvent et quand on entend ça, de l'anarchie énergétique, concrètement, Mm. il n'y a aucun lien avec les politiques publiques. C'est ce qu'on appelle du discours politique, mais c'est désincarné de toute solution de politique publique. Mm. Parce que actuellement, on est devant une situation où la prévision du monopole d'État, c'est-à-dire d'Hydro-Québec essentiellement, était complètement dans le champ. Si on est franc, là, en 2019, on est dans le champ. Là. Je Mhm. pense que les besoins d'aujourd'hui le démontrent très clairement. Et c'est pas une question de l'anarchie énergétique, c'est plutôt de se dire c'est un défi d'ampleur. Hein, c'est Mhm. 155 000 jusqu'à 180 milliards. C'est gigantissime. Et pour arriver à ça, pour s'assurer que tout le monde puisse avoir l'électricité dont il a besoin, pourquoi pas aller de l'avant avec des joueurs indépendants? Puis c'est surtout de permettre les grandes entreprises, par exemple, de eux-mêmes pouvoir produire leur électricité. D'abord, dans le plan d'Hydro-Québec 2035, ça c'est bien écrit, là, noir sur blanc. Eux autres, ils utilisent l'encre bleue, donc on va dire bleu sur blanc ici. Euh, on veut aller chercher énormément de résidentiels avec des panneaux solaires. On parle d'un objectif de plus de 100 000 personnes. Donc ça, on est déjà dans de l'autoproduction résidentielle, première des choses. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, des industriels, Mhm. le gouvernement du Québec s'est rendu compte de la bêtise en matière de prévision qui a eu lieu en 2019 au niveau d'Hydro-Québec. J'ai peut-être été un petit peu dur avec la bêtise, mais ça reste que c'est vraiment, aujourd'hui, on est bouleversé parce qu'on a mal vu en 2019. Mais ce qu'on constate, c'est que le gouvernement, en voyant ça, s'est dit un instant. En 2022, la réalité, c'était que le gouvernement du Québec, quand il recevait des demandes d'entreprises, de dire, moi, j'ai besoin d'être branché, j'ai besoin de 25 mégawatts. Aucun problème, vous pouvez être branché en bas de 50 mégawatts sans autorisation gouvernementale. Mais comme on a vu nos surplus fondre comme neige au soleil, on a abaissé de 50 à 5 mégawatts. Mm. OK? Donc, évidemment, 5 mégawatts, c'est beaucoup, là, de mémoire, c'est environ comme le Centre Bell. Donc, c'est beaucoup d'électricité, mais 50 mégawatts, vous comprenez que le changement fait en sorte qu'il y a une forme de centralisation de la prise de décision au niveau du gouvernement, ce qui n'est pas souhaitable. Mhm. Nous, ce qu'on dit, c'est permettons aux entreprises non seulement l'autoproduction, pour moi, c'est la première étape, ça. Puis il y a déjà des entreprises qui le font. Pensons à Rio Tinto, TES Canada maintenant qui veut faire 800 mégawatts de parc éolien. Donc, il y a des Mhm. entreprises qui vont de l'avant avec ça déjà. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas simplement se dire une petite entreprise aujourd'hui qui a besoin de 6 mégawatts n'a pas nécessairement le capital nécessaire pour s'acheter un petit parc qui va répondre à ses besoins. Alors, il y a Mhm. des entreprises qui peuvent être
je dirais, intéressés à faire ça, à fournir de l'électricité. Pensons à Boralex, Synergex. Ce sont des pousses québécoises qui sont spécialisées non seulement dans l'énergie éolienne, mais dans différentes formes d'énergie renouvelable, qui pourraient fort potentiellement brancher avec un parc, soit d'éoliens ou que sais-je, des entreprises qui se sont fait dire non par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, si on est une entreprise et on a besoin de l'accord du gouvernement, le gouvernement nous dit non, là, il a reçu une pile de 30 000 mégawatts de projets. Vous me direz que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais on a déjà dit non à 21 500 de ces projets-là en matière de mégawatts. Évidemment, ce n'est pas le nombre de projets. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on n'a pas l'électricité, mais pas du tout pour brancher les projets actuels. Et si on dit, vous ne pouvez pas être branché au Québec et personne ne peut vous brancher au Québec, il se passe quoi avec ce projet-là? Ben, l'alternative, c'est on l'abandonne, on va le faire en Ontario, on va le faire aux États-Unis. Et plus loin que ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec de ne pas avoir ces projets de développement économique-là? Ben, c'est moins d'emplois, c'est moins de développement économique et ultimement, c'est également moins de sous dans les coffres de l'État. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, de vouloir faire de l'enflure verbale, comme j'entends avec la destruction de notre patrimoine, on n'est pas dans la privatisation. Et ça, je veux quand même le noter comme concept. Dans l'espace public, on parle de deux termes. Moi, à l'Institut économique de Montréal, je parle de libéralisation. Hydro-Québec est là. Permettez aux joueurs également de répondre à la demande, parce que sinon, c'est les Québécois et les Québécoises qui vont perdre de bons emplois. C'est collectivement qu'on va perdre de l'argent, du dynamisme économique. Ce qu'on entend de l'autre côté, c'est de dire ils veulent la privatisation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est d'aller prendre le barrage de la baie James puis de dire ça, c'est à Hydro-Québec, on va le vendre au privé. Il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. C'est vraiment une enflure politique, mais ce n'est pas lié à des politiques publiques concrètes. Donc ça, je pense que c'est important. Et votre dernier point que vous avez dit, que je veux revenir, c'est la question de la pression à la hausse tarifaire. Bien au contraire, ce que je suis en train de dire, c'est si, par exemple, on a une petite entreprise X qui a besoin de 6 mégawatts d'électricité et dont Hydro-Québec dit non. Puis que Boralex lui dit, écoutez, ou une autre entreprise, je dis Boralex, mais ça peut être n'importe quelle entreprise qui serait un fournisseur indépendant, dit, écoutez, moi, je vais faire votre parc éolien, puis je vais vous brancher. Il ne demande pas de la nouvelle énergie à Hydro-Québec. En quoi, surtout si c'est un réseau court, que ça ne sera même pas le système de distribution d'Hydro-Québec, j'essaie de voir en quoi la pression va être à la hausse. Je vais vous dire que c'est bien au contraire, ça va être à la baisse. Par contre, quand c'est avec Hydro-Québec, comme on sait, les tarifs industriels sont bas, sont plus bas que le coût marginal de production, vous voyez? Donc, si vous payez 5 à 6 sous en industriel, mais que cette électricité-là, ou plutôt ce kilowatt-là, a coûté à produire 14 sous, vous voyez la différence? Donc, moi, je dirais que c'est bien au contraire, mais malheureusement, voilà, je peux pas exactement répondre, mais c'est la réalité. Puis ce que je retiens un peu de ce que vous avez dit, c'est également, je pense que l'angle mort un peu dans tout ce débat-là, c'est que le Québec a des grandes ambitions en matière sociale, en matière de redistribution des revenus. Or, si nos revenus fondent ultimement, tu sais, parce que souvent, on met pas l'énergie, la production d'énergie puis la puissance en relation avec nos ambitions sociales et autres. Puis, tu sais, pourtant, ça devrait être la gauche qui défend ces choses-là. Donc, moi, je vois un lien très clair entre l'augmentation de la puissance. Plus on a d'argent, plus on a de compagnies qui peuvent être sur notre territoire, œuvrer, plus d'emplois, tout ça, bien, ça fait de la prospérité. Puis, au final, la prospérité, ça nous permet de redistribuer. Or, si on est dans une logique de décroissance, ben c'est tout qui décroisse, là. C'est notre qualité de vie également, c'est notre niveau de vie. Puis je tiens juste à dire que quand Hydro-Québec a d'autres joueurs en plus d'Hydro-Québec qui permettent de répondre à la demande, c'est quand même Hydro-Québec qui en a un petit peu moins sur le dos, qui n'a pas le stress. Donc, c'est vraiment les deux. Soit Hydro-Québec va fournir de l'électricité, donc il y en a encore plus sur le dos, ou il ne le fournira pas, puis c'est nous collectivement qui perdons. Donc, les alternatives, elles sont néfastes dans tous les cas. C'est pour ça qu'on se dit, écoutez, le projet de loi 69 qui a été déposé sur la question justement d'Hydro-Québec tout récemment, il ne va pas assez loin parce qu'il permet à un producteur indépendant de répondre en fait, d'envoyer son électricité à un seul client industriel. Oui, un seul. Si vous avez un projet de 6 mégawatts, comme je l'expliquais, parfois ça peut être difficile de se dire, c'est parce qu'il y a peut-être un cas d'affaires intéressant, mais s'il fait faillite, moi, je fais quoi avec mon parc? On ne peut pas créer des petites zones industrielles pour des privés, ou plutôt pour des indépendants qui viennent fournir l'électricité à plusieurs entreprises. Comme ça, on répand le risque. Ça peut être beaucoup plus intéressant.
Et donc, il y a des modifications qui doivent être faites au projet de loi pour s'assurer justement que collectivement, on les ait, les bons emplois, qu'on ne dit pas non à des entreprises qui trouvent en fait, qu'on est attractif au niveau de l'électricité. Malheureusement, pour le moment, on entend, il y a un lever de bouclier qui, je pense, est injustifié. Ça me fait penser à... Parce que là, dans le fond, c'est sans aller là, du côté des timbres, tu sais, pour vendre de l'énergie. Là, moi, c'est des concepts qui me sont pas familiers, mais peut-être que c'est plus dans ce sens-là où si on autorisait les compagnies qui produisent leur propre énergie à la vendre à l'étranger, où là, il y aurait une pression peut-être à la hausse. Je sais pas si je peux vous entendre là-dessus pour m'éclairer. Bien, en fait, ce qui est difficile, c'est que j'essaie de comprendre l'argument moi aussi. Je l'entends, puis je ne le comprends pas dans la mesure où lorsqu'on augmente notre production chez Hydro-Québec avec un coût qui est très élevé, il va avoir un impact sur notre coût moyen à nous. Ça va nous coûter plus cher concrètement. Ce qu'on nous indique, c'est bien au contraire. On mettra pas Hydro-Québec dans le j'ai envie de dire, dans le bouquet là, ici. On est seulement avec un fournisseur indépendant puis un client industriel. Donc, concrètement, j'ai du mal et c'est ce qui m'apparaît parfois un petit peu particulier. Je vous avoue, quand j'écoute les médias et j'entends ça, je me dis, mais est-ce qu'on peut développer? Économiquement, je le vois pas. OK. Parfait. Ben, maintenant qu'on peut peut-être continuer du côté de la sobriété, puisque c'est justement quelque chose qu'on vient d'effleurer. Là, est-ce que les négawatts, est-ce que la sobriété, bien que ça soit probablement une partie inévitable là, de l'équation, est-ce que c'est suffisant pour régler le problème auquel on fait face? Est-ce que si on mettait tous les efforts dans ce panier-là, est-ce qu'on pourrait parvenir à réduire assez pour qu'on n'ait pas besoin de produire davantage d'électricité? C'est une question qui est fort importante, mais la réponse est très claire, c'est non. On a besoin justement de ça, de s'assurer que si on est capable de ne pas dépenser l'électricité, pourquoi la dépenser? Hein? Évidemment, mais non. Hydro-Québec le dit, quand on est ambitieux là, sur cette question-là, je vous rappelle qu'il faut quand même augmenter de 200 TWh, hein, un autre Hydro-Québec au complet. On ne peut pas économiser un autre. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je vous dirais, les chiffres optimistes, on est aux alentours de 20 à 25 TWh qu'on peut aller dégager maintenant. Et ça va nécessiter des mesures très claires. Donc, on est peut-être à 10 % de nos besoins. C'est un élément qui peut être intéressant, mais qui est vraiment incomplet devant les défis gargantuesques, devant la demande qui est très, très importante. Ce ne sera pas possible de simplement se dire on va réduire notre électricité pour économiser un deuxième Hydro-Québec. Non, mais c'est simplement pas réaliste. Cela dit, on pourrait mettre des croix sur certains projets puis juste dire on va y aller vraiment au minimum dans l'augmentation, mais malgré ça, ça serait pas... Non, ça sera pas assez. Puis j'ai envie de dire également, Hydro-Québec, comme on l'a dit, comme le coût marginal est plus élevé, c'est-à-dire le coût de production des nouvelles unités d'électricité est plus élevé que le moyen, les prix vont augmenter. OK? Puis ça, il va y avoir un impact sur notre portefeuille aussi. T'sais, quand on va voir notre facture nous coûter le double dans... Je ne vais pas faire de prédiction, là. J'ai pas ma boule de cristal. Mais quand on va voir notre facture augmenter, il va aussi avoir un signal de prix ici. Oui, on le voit depuis des décennies en Europe, là, pour quiconque a voyagé. Je veux dire, le lave-vaisselle qui part la nuit, c'est pas quelque chose qui est farfelu. Là-bas, là, ça fait des décennies que le lavage, c'est le soir. Ils ont des minuteries. Toutes ces choses-là sont déjà en place parce que, justement, les tarifs sont plus élevés. Ça m'amène à... Vous m'ouvrez la porte là, par rapport à... On a vu un sondage là, qui disait que 77 % des Québécois se disaient qu'il faudrait faire des grands sacrifices en termes d'énergie. Par contre, les gens étaient peu favorables, sans surprise, à des hausses de tarifs. Puisque vous êtes spécialiste en politique publique, selon vous, c'est quoi les meilleures politiques publiques pour inciter, là, vous parliez de hausse de tarifs, mais encore, est-ce que c'est une hausse... qui est unilatérale? Est-ce que c'est des tarifs modulés? Est-ce que c'est la carotte, le bâton? Qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? C'est une question qui est encore une fois très importante. On ne peut pas faire l'économie de cette question. Je pense que d'abord, j'ai lu le sondage, puis ce qu'on voyait, c'était un peu paradoxal, c'est-à-dire que on voyait qu'on voulait beaucoup de subventions, mais on oubliait que c'est nous qui allons les payer. Donc ça, c'est bon, ça peut arriver dans les sondages, c'est correct. La hausse de tarifs est incontournable. Je pense tout le monde doit comprendre que c'est sûr que les tarifs augmentent. Si ce n'est pas dans 3 ans, évidemment, ça va augmenter à la marge, là, quelques points de pourcentage, mais concrètement, ça n'augmentera pas beaucoup. Plus tard, ça va augmenter. Donc moi, ce que je dis, c'est en sachant que ça va augmenter, on le sait que ça va augmenter,
soyons proactifs sur la question et augmentons-le déjà le tarif. Mm. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va pouvoir jouer avec ce qu'on appelle l'indice de prix. Vous avez parlé de la France, pas nécessairement de la France, mais allons-y sur la France, Ouais. parce qu'on a parlé d'Europe. Les coûts peuvent être plus élevés. Moi, j'ai plein d'amis français qui me disent ben, mon chauffage est plus bas. En France, ça me coûte plus cher. Mais ici, c'est vrai qu'on pourrait diminuer peut-être parfois de 1 degré le chauffage, la piscine chauffée, le spa qui chauffe, le salle. Parfois, je le sais, là, ma copine ne serait pas contente, mais je laisse la lumière allumée en bas. Ben, il faudrait s'assurer de ne pas la laisser allumée. Les grandes tours à bureau, des fois, du gouvernement qui est quand même, comme on appelle, le devoir d'exemplarité, qui laisse la lumière ouverte. Il faudrait la fermer. Donc, tout ça, si le tarif est plus élevé, on va adopter des comportements pour s'assurer de payer moins cher. La question du lave-vaisselle, on en a fait une blague un petit peu dans l'espace médiatique, mais le concept reste quand même important. Mm-hmm. De faire ça, ça permettrait de dégager des surplus aussi au niveau d'Hydro-Québec. Puis évidemment, quand je vous dis on augmente ça, ça doit impérativement s'accompagner d'une baisse d'impôts. Parce que sinon, c'est le Québécois moyen, le plus imposé en Amérique du Nord. Là, on lui rajoute le fardeau d'une électricité plus chère. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi juste pas rester dans la situation actuelle? Parce qu'au final, la pression sur le Québécois moyen va être, je mets des guillemets, la même. Parce que le fait d'augmenter le prix de l'électricité, encore une fois, il y a un signal. Moi, je vais en utiliser moins, ça me coûte plus cher. Mm-hmm. Donc, c'est ça l'objectif. Et de cette façon-là, on va pouvoir dégager là, tout ce qu'on appelle les négawatts. Là. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir sauver de l'électricité. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose déjà. Mais j'irais vraiment avec la question du tarif dans un contexte, encore une fois, où on le sait que ça va augmenter plus tard. Donc, l'augmenter, si je comprends bien, juste l'augmenter, point barre, ou l'augmenter, y aller avec des tarifs modulaires, par exemple en période de pointe, ou avec ce qui a été évoqué, là, peut-être des tarifs pour les très grands consommateurs dans des maisons, exemple, avec des plafonds de 12 pieds, ou un grand volume qui est par ailleurs inutile. Je veux dire, si on regarde comment nous construisions des maisons à l'époque, les plafonds étaient très bas. Je veux dire, on était conscient qu'on vivait dans un climat qui est froid, on construisait en conséquence. Est-ce que, selon vous, c'est des avenues intéressantes? Je pense que la question des périodes de pointe peut être intéressante. Surtout, pensons aux périodes de pointe hivernale où parfois, ben, on l'a vu, pas l'année dernière, l'autre d'avant, Noël, pas Noël plutôt, mais l'hiver d'il y a 2 ans, quand même, on était passé pas si proche, mais pas si loin non plus d'être un peu dans le pétrin au Québec. Jamais comme en Alberta cette année, là, mais il n'en reste pas moins que c'est important d'avoir cette tarification en quelque sorte dynamique selon les pointes. Je pense que c'est tout à fait convenable, mais à la base, il faut augmenter ça de façon générale. Et je me permets de revenir sur un élément que j'ai dit, la baisse d'impôts, il va y avoir des gens, les moins nantis, puis il ne faut pas les oublier ceux-là non plus. Parce que peut-être qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts, mais ça va faire un réel impact sur leur portefeuille, cette hausse de tarifs-là. L'objectif, c'est pas que les moins nantis de la société payent encore plus cher. Non. Donc, c'est sûr que ça prend un programme très, très ciblé parce qu'on veut pas d'avoir d'abus, mais ceux qui en ont besoin, un programme ciblé me semble tout à fait de bon sens pour s'assurer que l'ensemble de la population, en quelque sorte, n'écope pas fortement de ça. Certains vont payer plus cher, mais vont avoir moins d'impôts à payer, donc ça vient en quelque sorte... Je cherche le mot. Un peu annuler la hausse. Si on veut. Mais quand vous parlez de programmes ciblés, programmes de subvention ou d'aide financière. Essentiellement pour quelqu'un qui ne peut simplement pas y arriver. Très intéressant. Dans le fond, on a tout à l'heure évoqué la transition énergétique. Donc, je pense que ça fait consensus que ça va avoir un bien fondé intrinsèque là, au niveau environnemental. Ça, je pense que c'est pas remis en question. Peut-être que dans le fond, il y a deux éléments que j'aimerais aborder. Quels sont les autres avantages, peut-être du point de vue économique, de cette transition-là, spécifiquement pour le Québec en termes de bilan commercial et autres? Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le rythme de cette transition-là? S'il ne faudrait pas, on l'a vu, entre autres avec la pression sur les transports en commun, l'électrification. Est-ce qu'il y aurait lieu de peut-être mettre un petit peu la pédale douce sur le grand chantier de transition pour être sûr que tout suit harmonieusement et qu'on ne se met pas dans le pétrin à d'autres égards, là? Mais la question électrique, je pense que c'est la première des exemples. Si on veut aller trop vite puis on n'a pas l'électricité pour le faire,
on va être très certainement être dans le pétrin. Puis aujourd'hui, construire un barrage, ça peut prendre 15 ans. Donc ça, c'est sûr que ça va être un défi de taille pour aller de l'avant. Je pense que si on reste vraiment sur le côté énergétique de la chose, je suis tenté de vous dire qu'on veut aller trop vite, je pense. Je vais m'aventurer au niveau du gaz naturel. Le Québec a énormément de ressources de gaz naturel. On peut remplacer du charbon dans le monde. On a dit non à certaines usines comme GNL Québec, par exemple. On a interdit récemment, je pense que c'est en mars 2022, si je ne me trompe pas, ou avril 2022, l'exploration et l'exploitation, pardonnez-moi, de gaz naturel au Québec. Ça, je pense que c'est un élément qui, globalement, est contre-productif dans la mesure où le Québec est assez de l'avant en matière d'énergie renouvelable. Quand on voit notre bouquet d'énergie, notamment au niveau de la production d'électricité, on est très, très avancé au niveau hydroélectrique, puis de plus en plus au niveau éolien. Il y a un nouveau grand chantier qui est sorti récemment. Donc, on a vraiment cette production électrique-là qui est décarbonée au Québec. C'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça en Inde, surtout pas en Inde. C'est pas comme ça en Chine. C'est pas comme ça parfois même dans une dynamique comme en Allemagne où il y a eu forme de retour vers l'arrière parce qu'on voulait enlever le nucléaire. Là, il y a eu de l'intermittence avec certaines énergies renouvelables. Je pense qu'il y a plusieurs pays, le Japon, encore une fois, qui bénéficieraient si nous, on pouvait utiliser notre gaz naturel. Puis ça, je pense que c'est un exemple très, très concret de quand on veut aller trop vite en matière énergétique ou plutôt en matière de transition énergétique, on oublie que nous, on est déjà très avancés, si je puis dire. Certains ne seront peut-être pas d'accord, mais je pense qu'on est quand même très avancés. Il y a des pays qui sont beaucoup moins avancés que nous. Il faut qu'ils puissent avoir les outils pour la transition énergétique. Puis je pense que le Québec a ces outils-là. Ça pourrait globalement réduire les GS. Puis je veux quand même rappeler que c'est très, très, très lucratif également. Je pense que quand on parle de dynamisme économique, une telle entreprise de gaz naturel au Québec serait bénéfique. Malheureusement, les politiciens ont décidé d'aller de l'autre côté. Il y avait des points à faire, si on peut dire comme ça, mais sur la question du gaz naturel, deux ou trois choses. Je trouve ça intéressant que vous parliez de leadership qu'on pourrait jouer. Dans le fond, c'est difficile de se voir en vase clos quand on est une province puis qu'on se dit, nous, on est fiers. C'est sûr, on a été longtemps fiers, peut-être un peu chauvins parce que nous, on avait un bon bilan, mais en même temps, on consomme encore de l'essence à ce jour. On consomme encore du gaz naturel. Effectivement, c'est peut-être un peu essayer d'aller trop vite dans quelque chose qui est un bon chemin par ailleurs, peut-être un objectif qu'on veut se fixer à moyen long terme, mais par ailleurs on n'est peut-être pas rendu là, donc c'est peut-être un peu paradoxal de mettre une croix là-dessus trop rapidement. Je suis d'accord, c'est peut-être quelque chose qui sera à réévaluer. Pour le gaz naturel, il y a aussi les municipalités là, qui ont joué un rôle et qui en fait, voulait rapidement se dire, parce que c'est dans notre cours, on a quand même la possibilité de dire, nous, dans les nouveaux bâtiments, on va l'interdire. On l'a vu que ça a fait débat. Quelle est votre opinion sur cette incursion-là des municipalités dans le domaine énergétique? Est-ce que vraiment, il y avait l'expertise qui était là? Est-ce qu'on avait une vision assez globale pour s'avancer là? Ou est-ce qu'au contraire, il aurait fallu peut-être attendre un peu avant d'aller là? Je vais essayer de faire attention avec mon analyse politique. Là, on quitte un peu les politiques publiques, mais je pense que, d'abord, c'est sûr que les municipalités n'ont pas l'expertise d'Hydro-Québec, là, puis d'Énergir. Ça, je pense que c'est très, très clair. Je pense que si Hydro-Québec le dit très clairement qu'ils ne pourront pas... Parce que, concrètement, ça veut dire quoi, pas de gaz naturel? Ça veut dire qu'on va prendre une autre source pour le chauffage, par exemple. Cette autre source-là, c'est assez clair que ça va être l'électricité. Mais si on est dans une dynamique où on n'aura plus de surplus dans quelques années, où on est devant un chantier où ça va être difficile d'augmenter nos approvisionnements. Là. Puis l'Hydro-Québec nous dit que ce n'est pas possible aujourd'hui que les nouveaux bâtiments n'aient pas de gaz naturel. Ou certains des nouveaux bâtiments, pour être précis, là, moi, je pense que c'est Hydro-Québec qui devrait être écouté. Parce que après ça, ça ne sera pas un maire d'une telle ville ou d'une autre ville qui va dire « Ah, on manque d'électricité. » Ce ne sera pas à cause de lui. Là. Il a avancé politiquement sur ces dossiers. Je respecte les visions politiques de chacun, mais concrètement, ça prend aussi du pragmatisme à l'échelle nationale. Donc, évidemment, les maires, c'est peut-être plus morcelé qu'une vision nationale. Je pense que c'est important de ne pas aller trop rapidement, chacun de son côté, parce qu'au final, l'objectif, c'est quand même pas de manquer d'électricité encore plus rapidement. Donc là-dessus, je pense que j'irais plutôt
du côté d'Hydro-Québec. Il y a une question de sécurité énergétique, bien sûr, là. Ouais. bien sûr. Est-ce que c'était surfait, la sécurité énergétique, dans le sens où ça concernait quelques bâtiments au final, mais en même temps, on a une crise du logement, donc peut-être on peut se dire on a besoin de construire beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que c'était valide, selon vous, d'évoquer cet argument-là? C'est que s'il y a un maire qui le fait, une Mm. mairesse, 2, 3, on arrête où? Mhm. Et je pense que c'est là aussi, c'est de se dire, il y a un mouvement qui commence. Ce mouvement-là arrête où? Et concrètement, si finalement, c'est pas 3 maires, c'est pas 4 maires, et mairesses, là, bien entendu, ça va être 28. Mhm. Là, ça va être quoi l'impact? C'est difficile à prévoir cet impact-là. Quand il y a un mouvement politique, parfois, là, le mouvement part, puis on se dit, Oui. bon, on l'arrête où? Je pense qu'on était peut-être dans ce contexte-là. Je pense que Mhm. c'était préventif plus qu'autre chose. Encore une fois, je suis pas l'avocat d'Hydro-Québec ici, mais je pense quand même qu'il fallait faire attention là, avant de tout interdire. De toute façon, on en a besoin au Québec. Là. Le ministre de l'Énergie a été clair. On ne peut pas faire l'économie du gaz naturel. Là. Mhm. On le remplace par quoi? On ne peut pas le remplacer par l'électricité du lendemain. Là. Effectivement. Maintenant qu'on est dans le mix énergétique, dans le fond idéal, selon vous, c'est quoi la composition? Est-ce qu'on va vraiment que dans le renouvelable? Est-ce qu'on essaye de... Là, on a déjà parlé un peu de gaz naturel, mais où est-ce qu'on devrait aller? Puis vous avez mentionné un peu plus tôt là, que peut-être fallait s'ouvrir à des choses qu'on n'a plus dans notre bouquet énergétique. Selon vous, ça ressemble à quoi? Puis là, on a un horizon 2035, mais je pense qu'il faudrait peut-être penser plus loin que ça également. Donc... Ben déjà, moi, je ne courrais pas pour remplacer le gaz naturel. Je pense que c'est la première des choses. Là. Déjà, commençons par être capable d'augmenter l'approvisionnement. Mm-hmm. Donc, le gaz naturel, je ferais au moins maintenir ce qu'on a aujourd'hui. Au moins. Mm-hmm. Après ça, je vous avoue que je n'ai pas tout regardé les papiers, les prévisions, combien de temps pour ce chantier éolien. Donc, je ne pourrais pas arriver avec, je dirais, mon bouquet énergétique parfait. Mais donc, je garderai le gaz naturel. Évidemment, l'éolien, ça se fait rapidement. Il y a une question de pragmatisme aussi. Ça va être important, mais à partir de 2035, il va falloir se poser les grandes questions. Mm-hmm. Parce que là, dans les 10 prochaines années plutôt, c'est 60 TWh pour 10-11 ans, mais pour les 15 autres années, c'est 140 TWh. Mm-hmm. Vous voyez, c'est plus que le double. Là. On met beaucoup d'attention sur les prochaines années, c'est normal. C'est demain, c'est après-demain. Donc, il faut vraiment se concentrer là, mais on ne peut pas oublier de 2035 à 2050 où ça va être 140. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il va falloir fort probablement avoir une conversation de société sur la question du nucléaire. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire l'économie du nucléaire. Il y a une question d'acceptabilité sociale qu'il va falloir qu'il évolue. Mais on a fait un sondage d'ailleurs à cet égard. Puis ce qu'on avait vu, c'est que c'est tout près de 50-50. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas répondu, mais c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que le pour, le contre, je pense que le contre avait 1 ou 2 points de pourcentage de plus, mais vraiment, on était dans une dynamique où c'était pas 90-10. Là. Mm-hmm. Je pense que les Québécois, on l'aurait étendu. Et quand on regarde l'autre côté de l'Atlantique, encore une fois, on peut parler de la France, le nucléaire, mais c'est central pour décarboner l'économie. Au Québec, je ne vois pas, évidemment, on a toute la question des barrages. Aujourd'hui, les très bons barrages ont été harnachés. La dynamique de création de barrages est différente. C'est souvent sur des territoires des Premières Nations. D'abord, c'est une occasion de réconciliation économique. Je pense que ça, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a quand même des Premières Nations qui sont contentes de faire partie de certains accords. Puis je pense qu'on peut plus construire comme avant. Ça, c'est clair. Là. Je pense qu'il faut vraiment avoir des partenariats avec les Premières Nations. Maintenant, ce ne sera pas toutes les Premières Nations nécessairement qui vont vouloir aller de l'avant avec ces projets-là. Il va falloir les respecter aussi dans tout ça. Et donc, il va y avoir évidemment la question d'innovation. Il va y avoir des petits réacteurs modulaires, hein, les PRM. Il va y avoir encore comment je pourrais dire ça? La technologie CANDU. CANDU, ouais. Exactement. Donc, il va y avoir une conversation à cet égard-là parce que je pense que ça serait incontournable d'aller en partie de l'avant. Mm-hmm. D'ailleurs, M. Fitzgibbon l'a évoqué. Il en a parlé. Il a parlé également du manque d'acceptabilité sociale. Enfin, peut-être vos chiffres sont un peu différents. C'est sûr qu'il y a eu une période où les gens avaient peur. Est-ce que cette peur-là est rationnelle? Est-ce qu'il n'y a pas un renouveau nucléaire qui est en train de s'opérer partout, même chez nos voisins ontariens? Je me demande, dans le fond, quand vous parlez de... Bien, sur le nucléaire, en fait, là, il y a aussi Gentilly, dont on n'a pas parlé, mais qu'on a eu un rapport comme quoi c'était possible de, probablement, parce que ça reste des rapports préliminaires, mais de repartir la centrale. Selon vous, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait faire partie de la solution à moyen terme? Je pense que c'est une question de coût. Encore une fois, si on est capable de faire un barrage intéressant, et là, je vais vous lancer des chiffres, là, évidemment, ce ne sera pas le chiffre exact, je n'ai pas de rapport, là, mais si on dit que le barrage est 15 cents le kilowattheure,
mais que la technologie nucléaire est à 20 sous, c'est pas compétitif. Donc, ça m'étonnerait. Après ça, est-ce que c'est possible en 3 ans? Je suis pas ingénieur non plus. Fait que je préfère lire le rapport avant de vous répondre sur la question, mais ça prend quand même une question de coût, là. On veut pas non plus que les prix soient tirés à la hausse trop rapidement. Ça, c'est la première des choses pour Gentilly. Maintenant, au Canada, il y a quand même, puis vous l'avez dit, là, au niveau de l'Ontario, il y a des provinces qui s'activent parce qu'ils la voient, la réalité. Le Québec, là, on parle beaucoup du Québec, puis c'est normal, on est au Québec, mais elle touche énormément de pays en Occident, là. Les autres provinces également au Canada ne font pas l'économie de cette transition énergétique. L'Ontario, il y a la Saskatchewan, l'Alberta et je crois le Nouveau-Brunswick, il faudrait que je regarde, qui sont autour d'une stratégie commune canadienne pour implanter de façon progressive, hein, ce ne sera pas demain, ça va être dans quelques années, probablement en 2028, 29, 30 et dans les autres années qui suivent, des petits réacteurs modulaires. Alors, on veut développer cette technologie-là parce qu'on voit que non seulement c'est flexible relativement, parce qu'on ça peut aller jusqu'à 300 mégawatts, hein, et puis c'est renouvelable. Donc, c'est vraiment une approche qui va être probablement mise de l'avant et le Québec ne pourra pas faire l'économie de regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que fort est à parier qu'on va s'y intéresser également, notamment dans la deuxième portion qui est de 2035 à 2050. Je vais juste revenir sur les barrages quelques instants. On le sait, là, les Québécois aiment Hydro. Ça s'appelle Hydro-Québec, ça le dit. Le rapport avec l'eau, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Ceci dit, ceux qui ont été attentifs ont peut-être noté que l'an dernier, il y a eu un trou d'1 milliard dans les revenus d'Hydro-Québec en vertu du fait que les réservoirs les niveaux dans le fond d'eau étaient bas. On tente de nous rassurer en nous disant que les prévisions sont à l'effet que ça va revenir vers des grands niveaux. Puis, tu sais, c'était un peu ça aussi pourquoi on avait des gros surplus, puis que même on a élagué de l'énergie parce que les réservoirs étaient trop pleins. Donc, compte tenu de la difficulté de prévoir ce genre de tendance-là, et surtout à l'ère des changements climatiques, est-ce que justement, on n'aurait pas intérêt à se tourner vers une autre solution qui jouerait ce rôle de socle là, de stabilité pour notre réseau? Oui, c'est une bonne question. Puis, je trouve ça difficile de venir contredire des études de pluviométrie pour nous expliquer. C'est assez complexe, là. C'est pas les experts en la matière qui vont pouvoir sur le coin de la rue, qui vont nous dire « Oh non, moi, je connais bien les barrages, puis la météo, il va pleuvoir beaucoup en 2028, donc c'est compliqué. Moi, je suis quand même assez, je dirais, prudent sur la question dans la mesure où vous avez raison, il y a eu un trou au niveau des finances publiques. Je ne pense pas que c'est juste à cause d'Hydro-Québec. Je pense que parce qu'il y a beaucoup trop de dépenses au Québec. Ça, c'est peut-être un autre côté. Mais ça, c'était le 1 milliard, c'était vraiment absolument. Pour ça. Là. Mais oui, vous avez raison. Il y a eu d'autres trous, pareil, effectivement. Le 11 milliards de déficit, mais effectivement, il y a eu 1 milliard à cause de, je crois, 1 milliard, 1,6 milliard, peu importe, d'Hydro-Québec. On ne sait pas si ça va revenir si facilement, puis on va avoir les grands surplus. On va le voir la prochaine cycle budgétaire. Est-ce qu'on peut encore attendre 1 milliard de déficit seulement pour Hydro-Québec? Je pense que l'avenir nous le dira, puis dans quelques années, on va avoir un meilleur portrait. Là. Il y a le discours politique, mais après ça, les chiffres, je pense que les gens vont se faire une idée sur la question. Donc ça, c'est à voir. Maintenant, c'est un petit peu paradoxal parce que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'on peut faire beaucoup d'éoliennes. L'éolien, c'est évidemment intermittent. De mémoire, c'est environ 35% du temps qu'il y a de la production d'électricité. Évidemment, les panneaux solaires également, c'est intermittent. Là. Mais c'est pas grave au Québec. C'est ce qu'on nous explique. Et c'est en partie vrai, évidemment, parce qu'on a les réservoirs des barrages qu'on va pouvoir ouvrir et donc produire encore plus d'électricité lorsque les éoliennes ne produiront pas d'électricité. Mais là, on voit que les réservoirs baissent. Je ne suis pas en train de m'alarmer. C'est juste un petit constat que je fais sur la dynamique et je pense que ça vient renforcer également le fait que le nucléaire peut être attractif. Je ne pense pas parler autant de nucléaire aujourd'hui, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Puis je pense que c'est intéressant cette discussion-là parce que ça nous force à réfléchir plus loin que les 10 prochaines années. Encore une fois, je ne vois pas une possibilité au Québec en 2048 où on se dit pas dans le plan, mais ça va nous prendre du nucléaire si on décide de garder la trajectoire de faire un autre Hydro-Québec en 25 ans. Vous avez mentionné le solaire. Vous avez sûrement vu passer Grégory Kelly là, qui avait proposé, du Parti libéral du Québec, là, qui avait proposé d'installer des micro-réseaux, d'y aller vraiment avec des panneaux sur toutes les toitures qui sont là de toute façon, qui ne servent à rien. Je pense qu'il y a le maire de Souza aussi qui a profité de son parc industriel pour y aller avec des panneaux solaires. Est-ce que selon vous, c'est une avenue qui est intéressante
ou c'est plus dans comment dire, se donner bonne conscience ou vraiment ça pourrait faire une différence? Je pense qu'il faut rien interdire. Mhm. Je suis pas un fan de subventionner tout ça, parce que c'est encore les Québécois qui vont payer davantage. Ça, c'est la première des choses. Et je tiens quand même à dire qu'il y a eu des appels d'offres il y a de cela 1 année ou 2 années pour l'ensemble des ressources renouvelables au Québec. Hein, Hydro-Québec le sait, là, depuis quelques temps quand même, qu'il va avoir besoin de plus d'électricité. Donc, on a fait un appel d'offres, 300 mégawatts, je crois. Bref, ça fait 1 an, 2 ans, et on a eu énormément de projets éoliens. Il y a eu certains de filtration, ces barrages à filtre d'eau. Puis, il y a eu un seul projet sur plus de 10 là, qui était des panneaux solaires. Mhm. Puis, il n'a pas été retenu finalement. Il faut quand même réfléchir à pourquoi il n'a pas été retenu. Est-ce que c'est une question de manque de compétitivité pour les coûts? Ça se peut. De me dire, on va aller de l'avant avec les panneaux solaires, là, les Québécois vont payer pour ça. C'est ça qu'on oublie souvent. Un aide financière, c'est de l'argent des poches des Québécois. Puis ça, on peut pas ne pas le prendre en considération. Si on voit que les éoliens demandent moins d'argent des Québécois, ou plutôt n'en demandent pas, moi, c'est ce que je préfère, là, on s'entend, euh, pourquoi on commencerait à payer nous-mêmes de notre poche pour développer une autre technologie? Permettons le développement de quelconque technologie, que ce soit marée motrice, peu importe, on en passe. Voilà, mais je pense pas que collectivement on a à payer pour ça, d'autant plus que pour le moment, on se dirige vers un bouquet énergétique éolien, renouvellement des turbines, je dirais pas nouveau barrage, même si de mémoire, il y a la petite Mécatina qui est encore à l'étude. On n'a pas eu de sujet. À tout le moins, j'ai pas vu ça dans les médias. Non. Donc voilà, moi, je suis pas contre l'idée, mais je suis contre l'idée quand même de prendre l'argent des Québécois pour subventionner tout ça. Je vois que le temps file. Il me restait quelques éléments à couvrir. Ben, d'abord, il y avait la comparaison Québec autres provinces, je pense qu'on a quand même abordé. Au niveau du transport de l'énergie, là, on a beaucoup parlé de production, mais au niveau du transport et de la fiabilité du réseau, on a parlé un peu d'enfouissement, les défis en termes de transport. Est-ce que l'enfouissement, selon vous, ça devrait être une priorité ou est-ce que le coût est probablement rébarbatif parce que c'est des coûts, pour l'avoir vu au niveau municipal, là, c'est des coûts qui sont faramineux. Est-ce que ça devrait être dans nos priorités et si oui, pourquoi? La question de l'enfouissement, c'est vrai que c'est cher. Je m'y suis moins penché, en toute franchise. Je sais que dans le plan 2035, Hydro-Québec est très clair sur l'importance d'investir dans les lignes de transmission, dans le transport, de distribution, parce que en ce moment, il y a une dynamique où c'est pas facile, sinon pas techniquement possible, de brancher des nouveaux projets de production d'électricité partout au Québec, parce que le réseau ne le permet pas. Donc, il faut mettre le réseau à jour à certaines places pour s'assurer que les branchements. Donc, ça, c'est une des premières choses. Hein. C'est quand même de 40 à 50 milliards de dollars que ça va coûter sur le 155 à 180. C'est une grande part, il faut le dire. Mais il y a aussi la question de la fiabilité. Puis ça, on l'a vu, il y a une forme de hausse des pannes chez Hydro-Québec qui est assez alarmante. Oui. Hydro-Québec le sait. Ils vont investir là. Je vous avoue que pour le moment, j'ai pas tout regardé les documents sur l'avancée de ça. Le simple fait qu'Hydro-Québec le mette de l'avant, je pense que c'est important parce que la population le voit de toute façon. On est devant de plus en plus de pannes. Puis quand il fait 20 degrés dehors, 15 degrés, c'est pas trop pire. Quand il fait moins 30, c'est pas la même chose. Ben, pour avoir lu là, qu'il s'avance beaucoup sur les coupes d'arbres qui vont devenir nécessaires, c'est sûr que les gens vont pas accepter ça avec plaisir. Là. On aime tous nos arbres publics, mais bon, je pense que ça va être peut-être là où l'enjeu, il va y avoir peut-être des flamèches, mais bon, à suivre. Je vais conclure là-dessus. Dans le fond, c'est quoi les prochaines étapes? Là, vous parliez de grandes conversations. Je pense que le gouvernement veut d'ailleurs inviter la population. Ils ont mis beaucoup d'argent dans les budgets de communication, d'ailleurs. Je pense qu'il y a un effort à faire. Il y a un petit jeu en ligne, Hydro-Québec 2035, où on peut s'amuser à faire un bouquet énergétique. Quelles sont les étapes importantes là, qui s'en viennent et qu'on devrait surveiller? La grande étape qui arrive en 2024, c'est en automne. Ça va être la discussion. J'espère que ça va être une grande discussion de société sur le projet de loi 69. On va entendre beaucoup d'experts sur la question. Ça va être très médiatisé, à tout le moins, je l'espère, parce que, comme encore une fois, je pense que ça revient au début de cet entretien-là, ça touche tout le monde. Donc, tout le monde doit s'y intéresser. Et c'est là, d'ailleurs, et je réitère ma position sur la question de la libéralisation. Si on veut qu'Hydro-Québec en ait un petit peu moins sur les épaules,
permettons à tous les joueurs du secteur de contribuer à la hauteur de leurs capacités. Hydro-Québec, ce n'est pas du tout une question de privatisation, c'est simplement de s'assurer qu'il y a une complémentarité pour que nous, on puisse bénéficier des retombées économiques et énergétiques de ces nouveaux joueurs. Bien, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir, Merci M. à vous. Giguère. Merci.